Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Didier Zuilly pour sa série de livres sous forme de BD Varsovie, Varsovie. Alors, on va essayer de le faire dans toutes les langues. Varshay, Varshay, en yiddish, ensuite en hébreu, Varsha, Varsha. Et je vous laisse, Didier Zuilly, bonjour, nous le dire peut-être en polonais. Warszawa, Warszawa. Voilà. Merci d'être avec nous, cher Didier, pour ce livre. Alors, ce sont des livres très conséquents. J'en ai apporté un. Je vais faire rire tout le monde. Évidemment, j'ai choisi l'exemplaire en yiddish, Varshay, Varshay, mais j'aurais pu apporter, évidemment, l'un des quatre. Alors, est-ce qu'on peut dire c'est une BD ou alors c'est autre chose pour vous? En fait, bonjour et vraiment très très content. Merci de me recevoir. Avec plaisir. En fait, c'est un travail qui m'a pris 4 années et je pense que la question si c'est une bande dessinée ou c'est autre chose, forcément. C'est au service de quelque chose. Alors moi je dirais, est-ce qu'on peut dire que quand même c'est un roman graphique? C'est ce qu'on dit quand c'est pas uniquement de la BD. C'est vrai, oui, effectivement, moi j'aime bien il y a un côté plus noble, entre guillemets, comme si la bande dessinée était plutôt pour les enfants, bien qu'on ait dépassé un petit peu ces schémas. Mais oui, on peut dire que c'est un roman graphique, tout à fait, oui, on peut dire ça. Voilà, absolument. Donc c'est un roman graphique, mais également historique. Pourquoi Varsovie, Varsovie? Au départ, c'était en français. Que racontez-vous dans ce roman graphique et qui a fait les dessins? Racontez-nous. Alors, en fait, la création française en 2013 de la bande dessinée en français, donc effectivement, elle est née d'un livre de Samuel Kassoff, qui est un livre remarquable que je conseille à tout le monde de lire, que bien sûr Lise vous connaissez, qui s'appelle Qui écrira notre histoire. Oui. Le livre de ce romancier Kassoff, Samuel Kassoff, raconte effectivement la trajectoire et le combat magnifique et héroïque de Emanuel Ringelblum, qui était un historien à Varsovie. Un archiviste. Il était historien archiviste. Et c'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et il a été beaucoup un grand... il était au centre aussi de travailleur social aussi. Il n'a pas été qu'un intellectuel. Oui. Et donc, en fait, le point de départ de ce livre, c'est la découverte d'Emanuel Ringelblum, que j'avoue, en 2000, je ne savais pas qui était ce monsieur, et son combat, lui et ses amis d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été seul finalement lorsqu'il a décidé d'écrire les chroniques du ghetto. Voilà, c'est le point de départ, ça a été ça en fait. Alors, Emanuel Ringelblum, donc l'archiviste du ghetto, qui, pendant l'enfermement des Juifs, a archivé dans des bidons de métal tout ce qui pouvait aider à perpétuer la mémoire de ce qui s'était passé. On a retrouvé après la guerre, quasiment tous les bidons, il en manque 2, je crois. Et ça a été un travail exceptionnel, évidemment, pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur du ghetto. Et c'est ça que vous avez mis en avant, alors, Didier Zuilly. Voilà. Ce travail qu'Emmanuel Ringelblum a fait, il l'a fait avec cette conscience pour les générations futures. Oui. Les nazis veulent exterminer la vie. Et donc lui, son travail a été de reconstituer toutes les composantes de la vie que les nazis étaient en train de détruire. Et effectivement, à la fin de la guerre, il fallait transmettre ces milliers de documents qui d'ailleurs c'est en même temps des études faites par des journalistes, par des psychologues, et c'est en même temps des dessins d'enfants, c'est en même temps des poèmes, c'est vraiment toutes les composantes de la vie. Et ensuite effectivement il a confié à 2 jeunes personnes, dont un qui s'appelle David Graber,
effectivement, de cacher ces milliers de documents dans des bidons de lait en fer qu'on a retrouvé grâce au combat ensuite d'une des personnes qui a travaillé avec lui, qui est une grande dame aussi, qui a été une des piliers aussi de Yad Vashem, qui s'appelle Rachel Auerbach. Voilà. Et c'est grâce au combat après-guerre, parce qu'elle était une des seules survivantes, qu'on a pu retrouver effectivement ces archives. Une partie. Et comment on sait aussi qu'il n'y avait pas l'ensemble, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne sur la révolte du ghetto. Alors qu'on sait que, bien évidemment, la révolte du ghetto, pour tous les juifs qui étaient dans le ghetto, c'était leur honneur, c'était oui, bien leur sûr. combat. Oui. Il n'y a pas une seule ligne, alors qu'il a traité tellement de tous les sujets, les plus petits, les plus grands, mais il n'y a pas de petits sujets quand on est... il n'y avait pas de petits sujets, en fait. Bien sûr. Oui. Alors, justement, donc c'est paru aux éditions Liliane Marouani. J'aimerais savoir, donc vous l'avez publié d'abord en français. Qui est à l'origine de la graphie? C'est vous également? Oui, je suis ce qu'on appelle effectivement auteur et illustrateur. Je suis auteur et illustrateur. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, ce sont des dessins très sobres. C'est important d'en parler parce qu'évidemment, c'est un roman graphique. Des dessins sobres, très réalistes, qui reprennent à la fois pour les personnages l'environnement historique de l'époque. Comment est-ce que vous avez travaillé pour une telle acuité professionnelle? Dites-nous. Alors, en fait, la base de tout ce travail a été beaucoup de lecture. Et une fois que j'avais écrit mon texte, alors avec la peur de trahir, ça a été quelque chose de terrible. Oui. Parce qu'en fait, on lit des choses et on se dit comment une petite bande dessinée va-t-elle rendre compte de ce cauchemar, de cette réalité ou de ce combat même, puisque je parlais effectivement de la résistance. Donc j'ai beaucoup fait des lectures. Tous les livres que j'ai sur cette période-là, ils sont tous écrits, surnotés. Et en fait, à chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais tiens, ça c'est important de raconter, ça c'est important, ça c'est important. Et petit à petit, comme une sorte hélas d'entonnoir, c'est que toutes les choses importantes, petit à petit, on est arrivé à 9 chapitres. Et au départ, j'en avais écrit 26 de chapitres. Mais quand on sait que j'ai passé 4 ans pour faire 9 chapitres, si j'avais fait 26 chapitres, j'y serais encore. Mais bien voilà. sûr. Donc, mais vous racontez très très bien donc toute cette histoire. Et je me suis dit, en fait, peut-être que le choix du roman graphique, c'est une façon de transmettre aussi aux jeunes générations. Vous avez lu les livres d'histoire, entre guillemets, mais vous proposez cette histoire aux jeunes générations également. Est-ce que c'est pour ça? Parce que moi, j'ai senti la transmission au cœur de votre ouvrage. Oui. En fait, je pense qu'il y a une personne, un historien qui a dit effectivement, comme les derniers témoins disparaissent, la jeune génération prend en charge effectivement la transmission, et la jeune génération, si on est romancier, si on est cinéaste, si on est auteur de bande dessinée, si on écrit des romans, et je pense qu'effectivement nous on utilise avec ce qu'on sait faire. Moi c'est effectivement l'écriture et le dessin, donc voilà, donc j'ai utilisé effectivement mes outils, puisque je suis dessinateur et auteur, mes outils pour transmettre. C'était ce qui était important. La bande dessinée commence par de la transmission et se termine par la transmission. La première page, c'est une femme qui a vécu dans le ghetto, qui revient 80 ans après rencontrer les jeunes élèves à Varsovie. Oui, tout à fait. Elle vient de Brooklyn. Elle vient de Brooklyn, voilà. Oui. Elle a été sauvée, c'est une enfant sauvée. Elle est devenue historienne, elle est à la retraite. Donc ça commence par une page de transmission, puisque je commence par cette femme qui vient rencontrer les élèves à Varsovie. Et je termine par la transmission, puisque le dernier chapitre, il s'appelle, chaque chapitre a un nom. Celui-ci s'appelle Ce qui reste, point d'interrogation. Puisqu'en fait, lorsqu'on transmet, on ne sait jamais ce qui va rester. Bien sûr. Et on ne sait jamais. Mais il faut le faire. On ne sait pas ce qui reste. Alors déjà, en français, vous transmettez cette histoire passionnante et qui est à l'honneur de tous ces combattants résistants, de tous ces juifs qui ont lutté contre la plus grande armée du monde, les armes à la main, à la fois physiquement mais aussi
intellectuellement, on retrouve tout dans votre livre. Et vous, tout à l'heure, j'ai dit que vous l'aviez traduit en 4 langues. J'ai oublié l'allemand, Warschau. Et alors, vous l'avez traduit en yiddish, en hébreu, en polonais et en allemand. Donc, pourquoi ces traductions ? Je voulais dire que la traduction en yiddish était exceptionnelle. La couverture est commune, sauf qu'en yiddish et en hébreu, le livre s'ouvre de droite à gauche et pas de gauche à droite, comme il se doit. Alors, pourquoi ces traductions finalement ? Alors, d'abord, il faut remercier les traductrices, parce que en fait, j'ai travaillé avec les traductrices. Oui. Effectivement, pour la traduction yiddish, j'ai eu cette grande chance d'avoir Rosine Lob-Izraelsky, qui a réclamé que le travail soit, entre guillemets, encadré par Yitzhak Tiborski. Oui. Donc, on a été, bon. Et donc, j'ai commencé par... Yiddish parfait, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ouais, et donc, j'ai eu cette chance immense d'être entouré par Rosine et par Yitzhak. Pourquoi ? Alors, la première bande dessinée a été traduite en yiddish. Et mon souhait, c'était que... Alors, je ne parle pas le yiddish, je ne parle pas le polonais, je ne parle pas l'allemand et je ne parle pas l'hébreu. D'accord. Mais je voulais... Voilà, c'est comme ça. Mais, oui. Et donc... Mais justement, la première bande dessinée a été traduite en yiddish pour une raison très très simple. C'est quand je travaillais sur cette bande dessinée, j'écoutais beaucoup de musique yiddish. J'écoutais des poèmes yiddish à la radio, etc. Et sur le site Yiddish pour tous, il y a une radio. J'écoutais énormément. Bien sûr. Voilà, je suis très heureux de citer d'ailleurs Charles. Bon rétablissement, Charles. Oui, mais, on peut le dire. Pourquoi le yiddish ? Parce que les gens dont je parlais, ils parlaient le yiddish. Et je me disais que c'était extraordinaire de pouvoir dire, c'est extraordinaire si je puis dire, hein, mais de raconter cette histoire dans la langue qu'ils parlaient. C'était une façon de dire, on est toujours vivant. Voilà. Donc la raison pour le yiddish, c'était comme c'était de rendre hommage à la langue qu'ils parlaient. Mais ensuite, il y en a eu d'autres. Alors ensuite, j'ai fait un travail avec un collège en Allemagne. Autour de, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont travaillé plus de 2 ans là-dessus, sur ce projet. J'aurais proposé le thème, qui sera le témoin des témoins? Oui. Voilà. C'est une question fondamentale qu'on se pose tous. Hein. Bien sûr. On est nombreux à se poser, en tout cas. Et donc, ils ont travaillé les élèves de ce collège-là. Et en fait, je suis allé là-bas avec Régine Lob, qui est une des traductrices en allemand, d'ailleurs. Oui. Non, pas Régine Lob, Régine, Bloch-Federer, pardon, excusez-moi. Bloch-Federer, qui a traduit en allemand. Et donc, je me suis rendu en Allemagne. Et effectivement, c'est le travail que j'ai fait avec ces élèves-là et ce professeur d'histoire en Allemagne qui m'a effectivement convaincu qu'il fallait la traduire en allemand. Ça, c'était la raison d'allemand. Le polonais, et d'ailleurs, je l'ai fait en 4 langues et maintenant, je me suis arrêté là, hein, parce que... Alors, il nous reste même pas 2 minutes. Alors, le polonais et l'hébreu, dites-nous. Alors, le polonais, c'est parce qu'en fait, je suis allé à Varsovie plusieurs fois lorsque je préparais cette bande dessinée et qu'en fait, c'est là-bas que ça s'est passé et je pense que c'est important que le public polonais, les jeunes, bien sûr, travail que je suis en train de faire, c'est important que les Polonais s'emparent aussi de cette histoire parce qu'il faut qu'ils la connaissent. Donc, le polonais, c'est justifié comme celle-ci. Et en hébreu, c'est parce que l'hébreu, enfin, pourquoi traduire en hébreu? Parce qu'en fait, je parle beaucoup avec ma famille en Israël et qu'en fait, très peu connaissent et la résistance juive. Très très peu, mais les Français non plus. Il y en a très peu qui connaissent la résistance juive. Hein. Bien sûr. Voilà. Et je pense que très peu la connaissent. Et quand je parlais avec ma famille, que c'est sur Regelboom, ils connaissaient pas. Et donc je me dis, ça aussi c'est notre histoire juive. Et la résistance, on en sait quelque chose aujourd'hui. Hein, on peut dire ça comme ça. Oui, hein. bien sûr. Voilà. Voilà, donc parlons-en aussi. Et donc voilà, la motivation pour l'hébreu, c'était celle-ci. C'était pour que les enfants et les grands aussi connaissent aussi cette histoire de la résistance juive. Voilà, c'était important. Magnifique, voilà. Didier Zuilly, écoutez, c'est un travail remarquable. J'avais envie de le porter à la connaissance de nos auditrices et de nos auditeurs. Alors, où est-ce qu'on peut les commander et comment ? Alors, c'est sur le site de la maison d'édition. Hein, c'est qui s'appelle les éditions. Donc c'est www.leseditionsLM.com. Alors les éditions LM.com, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. En fait, on a fait LM comme Liliane Marouani. Voilà. Donc
à commander, à s'offrir, à découvrir, à redécouvrir. En tous les cas, des ouvrages qu'il faut avoir à la maison. Didier Zuilly, merci vraiment pour ce très beau travail, tout en profondeur. Et on va terminer avec quelques notes d'un tango yiddish de Varsovie. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci pour tout. Au revoir. Merci Lise, merci beaucoup, au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio J, le 6-9, Ilana fait radio.